Bien, bonjour pour cette partie nouvelle de notre rencontre. Permettez, Michel, que d'abord je remercie tous les participants de l'Assemblée générale, qu'ils soient des adhérents des Semaines sociales de France ou de l'une ou l'autre des antennes qui nous sont si chères et qui devaient être présents aussi avec nous. Donc, Pierre-Yves Le Priol est à côté de moi. Merci Michel Camdessus d'avoir accepté de venir nous, comment on dit ça, un teasing, on dit ça avec en bon français, pour nous mettre en appétit de la rencontre de ce novembre prochain. Alors, comme on dit toujours, il est inutile de vous présenter Michel Camdessus, mais n'empêche, on ne peut pas ne pas dire que vous êtes ancien directeur général du Fonds monétaire international, mais pour nous, vous êtes aussi ancien président des Semaines sociales de France. Voilà. Et donc, comment dire, votre présence là nous est chère. Et si nous avons pensé à vous, c'est parce que vous avez, il y a quelques années, publié un ouvrage vers le monde de 2050 que vous aviez réalisé à partir du travail de plusieurs chercheurs. Et on s'est dit que ce serait bien de s'appuyer sur ces travaux que vous aviez menés avec des gens très, très compétents et internationaux pour nous aider à comprendre ce qui nous attend. Voilà. Et merci donc de nous aider à revenir sur ce que vous aviez écrit alors, de savoir si c'est toujours d'actualité ou si c'est passé des choses qui ont pu un peu comment dire, renouveler cette pensée. Je me permets de dire aussi que vous avez publié tout récemment un autre ouvrage, Transformer l'Église. Hein, donc voilà, là aussi fait avec d'autres, parce que vous aimez bien le travail collectif, Michel, si je comprends bien. Voilà, donc notre sujet ne sera pas forcément aujourd'hui celui de l'Église, mais je pense qu'il est intéressant que ceux qui vous écoutent sachent qu'il y a là des choses très intéressantes pour les gens qui se sentent intéressés par la transformation ecclésiale dont nous avons besoin. Donc, juste avant de vous donner la parole, vous étiez président des Semaines sociales pour le centenaire en 2004 et de l'association, de cette vieille association. Et en parlant de l'engagement européen des Semaines sociales, vous parliez d'avenir de l'Europe et vous aviez utilisé 4 mots dans votre discours d'ouverture. C'était ouverture, partage, fraternité et espérance. Et bon, peut-être que pour le monde, et pas seulement pour l'Europe, ce sont aussi quatre mots importants. Donc, on va vous laisser la parole, puis Pierre-Yves vous posera des questions. Éventuellement, les questions viendront sur la conversation voilà. Et merci encore. Et nous vous écoutons. Merci beaucoup, Dominique. Et laissez-moi vous dire le très grand plaisir que j'ai à me retrouver parmi les semainiers ce soir. C'est vraiment un très grand bonheur que de se sentir encore associé à la si belle mission des semaines. Et j'en profite pour féliciter les quelques administrateurs qui viennent de rejoindre votre conseil. Certains d'entre eux sont pour moi des amis très chers et je suis sûr qu'ils vont faire du très bon travail. Alors, vous l'avez dit, ce qui me vaut ce plaisir ce soir, c'est d'avoir écrit ce livre il y a 4 ans, je crois, qui avait pour but de présenter au public français un énorme travail de 25 sages des 5 continents avec lesquels j'ai travaillé. Et ce travail avait un but très, très précis et très fondamentalement actuel. C'était d'obtenir des gens qui dirigent le monde
qu'il relève le nez du guidon. Quand l'histoire va si vite, quand le monde se resserre sur lui-même si vite, il n'est plus possible qu'il reste le nez collé sur les prochaines élections dans 6 mois. Il est essentiel qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent gouverner que en fonction d'un horizon mondial et dans une perspective à long terme. Voilà, alors on avait beaucoup travaillé là-dessus et nous avions finalement une vue assez optimiste, peut-être en tout cas très volontariste de l'avenir, mais dès ce moment-là, l'évolution de quelques éléments structurants de l'économie et de nos sociétés suscitait quelques inquiétudes. En fait, trop d'injustice pesait sur le bonheur du monde. En somme, nous nous sentions déjà, d'une certaine manière, vers la fin des jours heureux, comme d'autres disent. Nous vivions une époque de grands changements et de grands défis, mais à notre portée. La situation était bien résumée par le grand économiste britannique Nicholas Stern, qui était venu au début des années 2000 à une de nos assemblées générales des semaines sociales pour nous expliquer déjà le coût qu'il y aurait pour nos sociétés européennes à retarder notre adaptation au changement climatique. Il était prophète et il résumait la situation d'une manière très très simple. Si nous faisons face à tous les défis à notre portée, le 21e siècle sera le meilleur siècle de l'histoire. Si nous ne le faisons pas, ce sera le pire. Le groupe de mes 24 camarades de la préparation du livre que vous avez bien voulu nous montrer partageait entièrement cet avis de Nick Stern. Et nous nous sommes donc mis au travail pour explorer ce que pourrait être ce futur. Et nous avons, comme nous étions surtout des économistes, nous avons essayé de découvrir cela en étudiant l'évolution de ce qu'on appelait des méga-trends ou des hyper-tendances qui, par leur évolution, leurs interactions aussi, finalement modèleront le futur à long terme. On avait décidé de prendre trois décennies, ça nous a mené à 2050. Ce travail, donc, portait sur 11, 12, 13, suivant la potabilité, hyper-tendances dont on va peut-être vous montrer la liste, mais c'est assez simple. On voit que certaines d'entre elles nous amènent à, oui, clairement, à un monde meilleur. Mais si vous prenez les 5 dernières de la liste en particulier, ce sont de redoutables menaces. La conclusion, c'est très simple, on le voit bien. Les premières qui sont positives, la croissance continue, une urbanisation bien conduite, la mondialisation du commerce, la percée des économies émergentes, le puissant développement des classes moyennes, de précieuses percées technologiques. Mais d'autres sont menaçantes.
la finitude des ressources naturelles, changement climatique, les nouveaux visages de la violence à travers ces acteurs non étatiques, mais qui sont néanmoins de réelles puissances nocives pour la paix du monde. Et enfin, nous le ressentons de plus en plus en France, la crise des démocraties représentatives. Nous pensions que nous pourrions peser sur ces hypertendances, nous faire fond sur celles qui sont positives, tâcher de contenir les suivantes. Nous en étions là, mais la Covid est passée par là. Elle frappe encore, et nous entendons souvent maintenant une rengaine, rien ne sera plus comme avant. Oui, nous étions dans une période dans une époque de changement. Le monde a changé, nous sommes maintenant dans non plus des changements, dans un réel changement d'époque. Jugeons tout de suite. Même si nous savourons une bouffée d'optimisme en ce moment, puisque le confinement se dessert, les meilleurs experts mondiaux nous rappellent que pendant toute la décennie qui commence, le monde vivra les séquelles de la pandémie. Nous serons sous la menace de ces répliques, et au moment même où il faudrait redoubler d'efforts pour faire face aux défis climatiques et à l'impératif écologique, il faudra réformer nos systèmes de soins et de protection sociale avec les moyens de plus en plus limités d'États surendettés. Nous allons donc vers une première décennie de cette période, de ces 30 ans, qui sera difficile. Ceci dit, on peut prévoir que après ces 10 années difficiles, la croissance économique reprendra à un rythme assez proche antérieur, mais outre toutes les souffrances que nous avons endurées, que le monde a endurées pendant cette pandémie, le coût de la Covid aura été pour l'ensemble du monde de l'ordre de 1 an de PIB. Donc, comme si pendant 1 an, toute production dans le monde s'était arrêtée, et donc un appauvrissement global important. C'est grave, mais il y a plus et il y a pire. Les effets de la Covid, combinés à la gestion capricieuse, pour dire le moins, du président Trump, ont donné une dimension universelle et mortelle, je dis mortelle, à ces 3 fléaux que depuis le plus haut Moyen-Âge, nous supplions le Créateur d'écarter de nos pays: la faim, les épidémies et la guerre. A peste, fame et bello liberanos domine. Eh bien, non. Les plus hautes autorités scientifiques et morales du monde rejoignent en effet le pape François pour considérer ces 3 fléaux combinés à la croissance totalement immaîtrisée des inégalités, au nouveau visage de la violence, au saccage de la planète par les humains. Ces 3 fléaux trouvent maintenant une dimension universelle et nous placent désormais face au péril du mal absolu
dont la Seconde Guerre mondiale nous a donné quelques idées, sans exclure, pour certains, la menace de l'extinction de la vie humaine sur Terre, et il n'y a pas que les collapsologues qui le pensent. Alors, que faire? Que faire face à ce changement d'époque? Je crois qu'il nous faut écouter de nouveau ce que disait André Malraux après la Shoah. Contre le mal absolu, une seule réponse, la fraternité. C'est exactement ce que nous répète aujourd'hui le pape François dans ce nouveau monument de la doctrine sociale chrétienne, Fratelli Tutti. Mais souvenez-vous, et ceci vient d'être évoqué par Eric Wendling, après une description encore plus sombre de l'avenir immédiat que celle que je viens de vous faire, le pape François nous dit « Rêvez, rêvez de construire face au mal qui menace un monde meilleur. Ne craignez pas l'utopie. » Il nous dit ça alors qu'il serait le dernier à céder à des illusions. Rêver, construire des utopies, qu'est-ce que cela peut signifier pour nous aux Semaines sociales de France, nous qui avons, je crois, la fraternité dans notre ADN? Tout simplement, deux objectifs. Dès maintenant, tenir les engagements de notre manifeste. À plus long terme, continuer d'avancer sur les 5 chemins d'humanité dont les 25 sages dont je vous parlais tout à l'heure nous disaient que c'est par ces chemins-là que nous éviterons le pire et que nous irons au meilleur. Alors, ce sont des exigences fortes. D'abord, éradiquer la pauvreté et inverser le sens des inégalités qui, depuis 30 ans, s'accroissent sans cesse et qu'il s'agit désormais de réduire. Deuxième chemin d'avenir, rendre les finances servantes là où nous les voyons comme prédatrices. Troisièmement, instaurer une nouvelle gouvernance qui ne serait plus entre les mains d'une seule grande puissance, mais pour un monde véritablement multipolaire. Enfin, répondre par la sagesse et par la sobriété à la finitude des ressources de la planète. Enfin, porter nos cultures à la hauteur de nos défis. Ce sont des chemins escarpés, mais je crois que après le Covid, on peut dire avec La Fontaine qu'ils sont réellement des chemins montants, sablonneux, malaisés. Ils sont pourtant ceux qui nous sont offerts et sur lesquels nous pouvons avancer. Alors, commençons donc par l'immédiat. Dès maintenant, tenir les engagements de notre manifeste. Ce sont de véritables utopies à réalisation vérifiable. Il m'amène d'ailleurs, pour un seul instant, à heurter peut-être votre modestie. La manière dont vous avez fait face au pire moment de la Covid
est un grand moment de l'histoire des semaines sociales de France. Vous avez su, au lieu de vous replier, planter de véritables semences d'avenir. Ce sont les mots de Fratelli Tutti, et tout ce que nous venons d'entendre au long de cette assemblée générale reflète cette aptitude que vous avez montrée à garder confiance et par un beau coup de rein collectif, imaginer et oser d'autres façons de vivre l'esprit et la mission des Semaines sociales de France. Ce faisant, par ces initiatives partagées, vous posez un geste prophétique. Il annonce le visage d'une Église qui, certes, a été prompte par d'innombrables initiatives locales ou de plus grande ampleur à se porter au secours des plus épouvantables misères de ces derniers temps, mais il annonce surtout une Église qui ne se pose plus en une instance de enseignante, accueillante par excellence. Elle se voit de plus en plus comme une communauté en recherche de partage au service de l'homme, demandant à être accueillie et non plus seulement accueillante, qui accède sur les chemins bien communs universels. Autre trait de ces changements magnifiques qui ont été opérés ces dernières années par les Semaines sociales de France, l'accueil des jeunes. Il y a bien longtemps que l'on se demandait comment faire pour associer davantage les étudiants, les jeunes à nos travaux. Vous y êtes réussi. 200 d'entre eux en ont bénéficié cette année et je suis persuadé que ceci ira plus loin. J'ai pu vérifier par moi-même combien les jeunes sont attirés par ce nouveau visage de l'Église. J'ai la chance d'échanger avec un groupe d'une dizaine d'entre eux, entre 20 et 25 ans. Certains participent en ce moment à notre rencontre. Je peux vous dire, pour en avoir discuté avec eux, qu'ils sont de plein pied avec ces nouvelles formes d'action. Ils observent que vous articulez au mieux 3 dimensions essentielles de l'engagement, la dimension personnelle, la dimension citoyenne et l'exigence d'un sérieux sans complaisance dans le dialogue avec les représentants de l'État, des collectivités ou des entreprises. Ils ont lu attentivement le manifeste, ils y adhèrent et nous avons eu déjà une discussion sur ce que pourraient être ces prolongements sur le long terme vers 2050, lorsqu'ils auront été à leur tour aux responsabilités et qu'ils penseront alors au bonheur de leurs enfants. Quel prolongement donc? Eh bien, pour le long terme, il me semble qu'il s'agit surtout de continuer d'avancer sur les 5 chemins d'humanité dont je vous parlais tout à l'heure et dont vous avez remarqué qu'ils recouvrent en fait les 17 objectifs de développement durable adoptés à peu près au même moment par l'Assemblée des Nations Unies, à l'unanimité cette fois. Alors, bien sûr, les 8 terrains d'action prioritaires sur lesquels vous vous êtes déjà engagés sont autant d'avancées sur ces chemins d'humanité. Mais au fil du temps, nous allons certainement nous sentir appelés à aller plus loin sur la plupart de ces terrains. Je vous connais assez pour savoir que vous ne cesserez nullement d'inventer
comme ce fut le cas dont nous parlait Dominique Quignot il y a un instant, avec la belle coopération que vous avez nouée avec Sanigidio pour les couloirs des migrants. Et il y en aura tant d'autres. Pensons par exemple à votre engagement à repenser notre aide au développement dans les pays les plus pauvres, en Afrique surtout, là où la pauvreté extrême doit être éradiquée. Comment pourrions-nous nous résigner à ce que 70 millions d'enfants aujourd'hui en Afrique, et ceux qui les suivront, soient destinés à demeurer des hommes et des femmes diminués dans leurs facultés cognitives parce qu'ils auront été sous-nourris ou mal nourris pendant les 1000 premiers jours de leur vie, alors que des armées de chercheurs dans les laboratoires occidentaux préparent l'homme augmenté. À ce souci du tiers-monde, entre autres soucis, vous ajoutez, à la lumière de Laudato Si, l'écologie et la lutte contre le changement climatique, qui implique un profond changement de nos cultures. L'opinion publique mesure encore très mal les changements profonds que tout ceci appelle dans notre vie quotidienne. Il ne pourra plus s'agir d'augmenter de 10% nos dons aux bonnes œuvres au moment où nous rédigeons notre déclaration d'impôt, sachant que l'État prendra les 2 tiers à son compte. Il ne s'agira plus de mieux trier nos ordures pour les poubelles. Il devrait s'agir d'un changement radical. Radical dans nos cultures, radical dans nos styles de vie, et il ne se produira pas du jour au lendemain. Il devrait être le fruit d'un effort de formation civique pour lequel, évidemment, vous venez de rappeler que les semaines sociales ont une vocation tout à fait particulière, encore avec les autres familles de la société civile ou les autres familles spirituelles. Nous sommes ici au cœur de la vocation des semaines. Cette tâche devrait prendre plus d'importance encore dans notre société, tellement l'écart va grandissant entre notre culture actuelle, qui reste une culture de consommation et d'accumulation, et l'exigence de sobriété qui devrait être désormais la marque de notre futur. Comme si, Jean-Baptiste de Foucault le dit admirablement dans son dernier livre, comme si fraternité et sobriété avaient désormais partie liée. J'ai évoqué ce livre de Jean-Baptiste de Foucault, ce serait une excellente lecture de vacances. Je vous en rappelle le titre, Le choix des sobriétés, des idées pour passer à l'action, aux éditions de l'Atelier. Quels autres chantiers s'annoncent à plus long terme? Ce seront, à n'en pas douter, d'autres invitations à avancer sur ces chemins d'humanité, chemins plus incontournables que jamais. Essayons d'en identifier quelques autres, et je le fais en songeant aux conversations que j'ai eues avec les jeunes que je rencontre souvent. Ils se demandent d'abord comment aider ce changement culturel nécessaire pour porter nos cultures à la hauteur des nouveaux défis. Par quel changement institutionnel ou autre fonder plus solidement nos démocraties européennes sur nos valeurs pour mieux résister
à la séduction de l'efficacité économique des régimes autoritaires. Cette séduction se laisse de plus en plus sentir dans la société française. Faisons attention. Comment porter notre citoyenneté à maturité, non plus une citoyenneté revendicative, mais une citoyenneté au service du bien commun universel. Comment remettre au service de l'économie et de la société un monde de la finance si souvent considéré comme prédateur? Alors je sais, à plusieurs reprises dans le passé, nous nous sommes posé cette question, une ou plusieurs sessions lui ont été consacrées. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Comment porter aussi notre citoyenneté à sa dimension universelle? Comment tirer les conséquences de cette confirmation éclatante de l'unité de la planète qui nous a été apportée par la Covid, partie de Chine et qui n'a épargné aucun pays? Cela ne devrait-il pas nous amener à intensifier notre coopération fraternelle, cette coopération que Jérôme Vignon a su si bien développer avant ceux qui l'ont suivi toutes ces dernières années avec nos partenaires européens, d'ICSE en particulier. Comment étendre notre réflexion au champ géopolitique mondial et notre dialogue avec les autorités nationales et internationales pour la réforme de la gouvernance mondiale dans une optique multipolaire, lui donnant les structures multilatérales nécessaires, les pouvoirs et les ressources indispensables pour faire face par des moyens globaux à des problèmes qui sont, dès l'origine, globaux eux-mêmes. Ne faudrait-il pas aussi reprendre le travail sur les questions concernant la réforme de l'entreprise? Des travaux ont été faits récemment dans notre pays et ailleurs autour de la responsabilité sociale de l'entreprise, mais je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin pour qu'une participation fermement et largement institutionnalisée des travailleurs à leur direction et à leurs bénéfices soit vécue comme condition de la prospérité des entreprises. Il y a des exemples magnifiques sous nos yeux. Il reste à faire en sorte que ces exemples soient compris et se diffusent. Comment, enfin, ne pas évoquer cet autre appel du Saint-Père à chacun des baptisés que Dominique Quignot vient d'évoquer, à se sentir engagé dans la transformation dont l'Église et le monde ont un besoin vital. Il s'agit de s'engager dans un même élan vers un monde plus fraternel et pour une participation effective et responsable de tous les baptisés à la vie de l'Église à tous les niveaux, de la paroisse au diocèse et jusqu'au dicaster romain. En d'autres mots, la synodalité dont le pape François ouvre le chantier. C'est une question fondamentale. Il est temps de reconnaître que fraternité et synodalité sont toutes deux liées pour l'avenir de l'Église et de la société mondiale. L'une est indispensable à l'autre. On imagine mal que des chrétiens puissent être de fervents acteurs de fraternité dans le monde
s'ils ne la vivent pas dans leur Église, dans une synodalité fraternelle. Je voudrais beaucoup féliciter Dominique Quignot et les Semaines sociales de France pour le rôle qu'ils ont tenu dans la création de promesses d'Église et pour toute leur contribution à la préparation du synode de 2023 sur la synodalité. Je suis persuadé qu'il est grand temps de conclure. Nous sommes au seuil, chers amis, de ce changement d'époque avec ses menaces, ses promesses, ses bénédictions cachées. Notre ADN de la fraternité n'est pas la moindre de ces bénédictions cachées. Nous la reconnaissons dans notre transformation de ces dernières années. Nous continuerons à en être habités dans tout ce qui nous attend. Et nous démontrerons la vérité du mot de Jean Boissonnat, notre très illustre prédécesseur aux Semaines sociales, cet immense ami d'un grand nombre d'entre nous. Jean disait, à force de craindre le pire, on finit par le fabriquer. Nous ne nous laisserons pas intimider par les menaces. Et il ajoutait, à force d'imaginer le bien, on finit par y contribuer. Alors, puisque le Saint-Père nous le demande, rêvons que cet ADN de la fraternité inspire la suite de nos engagements, qu'il fasse des Semaines sociales de France un vivier d'artisans d'une société et d'un monde plus fraternel, et que chacun trouve dans ses engagements anciens ou nouveaux la joie de l'espérance. Il ne peut en être autrement pour qui sait que pour modestes que soient ces engagements, ils feront de chacun de nous des foyers d'incandescence faisant resplendir la vie du monde de la lumière de l'Évangile. Ils seront notre contribution à une civilisation de l'amour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel Cantu. On ne peut pas vous applaudir virtuellement, mais sachez que nous le faisons dans notre petit studio. Voilà, merci. Merci pour toutes ces paroles. Merci pour la lucidité, parce qu'il y a des choses rudes dans ce que vous nous avez dit, mais aussi sur l'espérance sur laquelle vous concluez, et puis sur le regard toujours amical que vous portez sur notre action comme étant ces petites graines. Voilà, et merci. On va maintenant poursuivre le débat. Je rappelle que Pierre-Yves peut vous poser des questions, mais que aussi à travers la voix d'Anne-Sophie de Quercy, il peut arriver des questions sur le chat, comme on dit, sur l'espace de conversation. Et voilà. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer ensemble un bon moment. Monsieur Cantu, merci. Bon, on voit bien effectivement en vous lisant, en vous entendant que l'avenir nous préoccupe, à juste raison, qu'il y a de grands sujets d'inquiétude. Vous l'avez suffisamment manifesté à la lumière des 13 hyper-tendances que vous avez énumérées tout de suite. Mais je voudrais revenir d'un mot à cette expression que vous avez utilisée à la fin de votre propos. Vous avez parlé des bénédictions cachées de notre époque. Et j'ai trouvé que c'était une très belle expression, et le mot caché aussi, parce qu'il veut dire peut-être qu'il y a des bénédictions dans notre temps que nous ne voyons plus ou que nous ne voyons pas.
Alors, vous avez cité la fraternité comme une bénédiction cachée, vous avez un peu détaillé, mais est-ce que vous auriez d'autres de ces bénédictions qui nous entourent et devant lesquelles, en quelque sorte, nous sommes aveuglés ou aveugles aujourd'hui? Merci pour cette question. Dans ma présentation écrite, vous trouverez qu'elle est mise entre guillemets. Pourquoi? Parce que je cite là les mots d'un professeur qui, je crois, été président de l'Académie des sciences de l'Inde, Rangopal Agarwala, qui parle précisément de l'obligation de sobriété pesant sur ses compatriotes, sobriété nécessaire au lieu de reproduire le mode de vie occidental dans un pays qui reste un pays en développement. Pourquoi? Et voilà des bénédictions cachées, parce que ces contraintes d'aujourd'hui conduisent à revenir à des modes de vie plus sains et plus conformes à leur éthique traditionnelle, pensons à Gandhi, de modération, de frugalité, d'autodiscipline et de vie en harmonie avec la nature. Voilà ce qu'il y a derrière les bénédictions cachées, et supplions le ciel de donner à l'Occident ces mêmes bénédictions. Merci, M. Cantu. Je crois que Anne-Sophie a quelques questions de la part de nos semainiers répartis à travers la France. Des questions à relayer de leur part. Merci. Pierre-Yves, il y a des questions et beaucoup de remerciements à Michel Cantu. Alors, une question tout à fait actuelle. Comment percevez-vous l'accroissement sans précédent des dettes publiques suite à la pandémie? Y a-t-il là un changement qui offre des marges de manœuvre qu'on ne percevait pas auparavant? Ce qu'on ne percevait pas auparavant, c'est l'immensité du gouffre créé par la pandémie. Nous avons perdu une année de production. Pour maintenir nos pays en vie et limiter l'impact du fléau, il a été nécessaire, en effet, d'oublier les vieux principes, les vieilles sauvegardes qui n'avaient été conçues comme le 3% de déficit que face à une conjoncture sans accident majeur. Or, l'accident majeur s'est produit. Et là, tous les clignotants s'affolent, toutes les règles manifestement perdent de leur pertinence, et les gouvernements ont navigué à vue en cherchant à éviter la catastrophe humaine qui n'aurait pas manqué de se produire si de telles mesures n'avaient pas été prises. Alors, évidemment, c'est une mesure de circonstance. Dès maintenant, on voit que la reprise repart et les chiffres sont bons pour l'Europe en général, pour notre pays en particulier. Le pari est que la poursuite de la reprise permettra de revenir progressivement à une réduction de cet endettement. Il reste cependant que le poids de l'endettement déjà sur nous va nous obliger à un très grand sérieux de gestion dans les années qui viennent. Il y a des débats très nombreux à ce sujet. Des gens pensent que, oublions la dette, on va nous la pardonner, la dette n'est pas faite pour être remboursée. On remarque là à quel point même les économistes les plus savants peuvent souvent manquer de bon sens. Cette dette sera remboursée. Ce qui
qu'on vient de faire dans la gestion quotidienne aujourd'hui, c'est de bien montrer aux nos créanciers que nous sommes décidés à les rembourser et à garder avec eux des relations honnêtes. Faute de quoi, ils cesseront de nous prêter, les taux d'intérêt monteront en flèche, et c'est là que nous serons pour de bon dans la catastrophe. Donc, je pense en effet que le Covid fait peser sur nos économies le risque qui explique ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il va nous falloir une bonne dizaine d'années pour retrouver un cours normal de nos économies, mais je ne désespère nullement que l'on y parvienne. Je vais peut-être vous poser une autre question, Michel, et puis après, Anne-Sophie, tu pourras de nouveau intervenir si tu veux. Sur les 5 chemins d'humanité que vous dressez, je suis d'abord surpris du vocabulaire. 5 chemins d'humanité, évidemment, vous, moi, nous, on se retrouve dans ce vocabulaire. Des chemins d'humanité, pour nous, à culture chrétienne, ce sont des mots qui nous parlent, mais est-ce que cette expression chemin d'humanité a été reprise également telle qu'elle par les experts que vous avez consultés? Est-ce que dans les instances internationales, ce mot, si parlant pour nous de chemin d'humanité, est quelque chose qui parle aussi? Et puis, si vous voulez, une sous-question dans ces 5 chemins d'humanité, ce qui a été un petit peu moins clair peut-être dans mon esprit, vous avez un petit peu moins développé ce point, c'est le 5e. Porter nos cultures à la hauteur de nos défis. Est-ce que vous pourriez nous expliciter un petit peu ça? Donc, une question en 2 points. Chemin d'humanité, est-ce que ça parle au-delà du monde chrétien? Et porter nos cultures à la hauteur de nos défis, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, écoutez, d'abord, oui, ces 5 chemins d'humanité, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Ils sont la quintessence de ce travail avec ces 25 économistes des 5 continents. Et on a travaillé longtemps, beaucoup, on s'est confrontés, etc. Mais ce qui m'a, pour ma part, profondément réjoui, c'est de percevoir combien, finalement, les hommes, dans leur bon sens, dans leur sagesse profonde, savent qu'il y a le bien et le mal, et que on a besoin en permanence de se donner des garde-fous, des objectifs qui convergent vers un mieux. Ce qui est très frappant, c'est que pendant que nous faisions ces travaux, dans le cadre des Nations Unies, on préparait ce qu'on a appelé les objectifs du développement durable, qui ont été votés en 2015, je crois, par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y en a 17, mais ces 17 sont finalement très, très regroupés dans les 5 que nous avons retenus. Mais encore une fois, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'unanimité, peut-être moins un pays, mais je n'en suis pas sûr, qui, faisant ce même chemin, regardant les cheminements possibles et les contraintes qu'il fallait accepter pour éviter les catastrophes, qui en sont venues à ce même type d'objectif. Ce n'est comme quoi le christianisme, la pensée chrétienne et le simple bon sens humain, l'idée qu'il y a à poursuivre un bien commun universel est une idée largement répandue, à laquelle évidemment les chrétiens contribuent très remarquable et très remarqué. Mais ils trouvent l'écho dans l'opinion publique mondiale. Et donc, porter nos cultures, s'il vous plaît. Oui, porter nos cultures au niveau de nos défis. Ceci est absolument essentiel. Nous vivons, je le disais tout à l'heure, toujours, dans les pays occidentaux en tout cas, dans une culture qui est une culture de consommation et aussi d'accumulation. Rappelez-vous le discours d'investiture de Trump lorsqu'il a prêté serment devant son peuple. Il a parlé de l'avarice comme étant une vertu dominante pour faire l'Amérique plus grande.
il est bien évident que cette culture d'avarice qui nous habite tous plus ou moins est totalement incompatible avec un monde meilleur. Et donc, culture d'avarice, culture de consommation, il est bien évident qu'elle est en totale contradiction avec l'épuisement des ressources de la planète. Et c'est ici que l'on voit très très clairement que la sobriété que je vois comme l'allié naturel aujourd'hui de la fraternité fait partie de ce changement de culture. Il faut que nous arrivions à cette culture de sobriété dont le professeur Agarola nous parlait tout à l'heure. Le changement de culture vers ne touche pas seulement l'économie, il concerne aussi les relations entre les peuples, la nécessité de combattre ensemble tout le fléau, pas seulement économique, mais aussi sociaux, militaires, stratégiques qui nous entourent. Ce changement de culture ne pourra se faire que main dans la main avec les autres cultures. Et c'est ici que dans le travail que nous avons fait à Belsen, nous avons vraiment suggéré que les forces spirituelles sortent du bois. Elles ont des choses à dire, elles ont un devoir. Elles ont le devoir de joindre leurs forces, de parler ensemble pour que précisément les hommes en viennent à une culture de fraternité et de sobriété. Voilà ce qu'il y a derrière. Anne-Sophie, peut-être? Mais ça doit s'apprendre dès les bancs maternels. Ceci, malheureusement, est évidemment un peu enseigné dans le cadre de la pensée sociale chrétienne, un peu enseigné dans les centres spirituels nombreux dans le monde. Mais est-ce que ça percole suffisamment à l'ensemble de l'humanité? Certainement non. Est-ce que ça percole suffisamment en France, en dépit des magnifiques réalisations dont nous avons parlé tout à l'heure? Non. Eh bien, je crois que ce cinquième chemin d'humanité doit être en particulier parcouru par toutes les forces spirituelles et religieuses pour aider les humains à faire face à leurs défis et à faire fond sur les bénédictions cachées pour faire de ce siècle le meilleur. Anne-Sophie, je te laisse reprendre les questions de nos participants. Oui, merci Pierre-Yves. Alors, beaucoup de questions autour d'une gouvernance collective. Alors, notamment en ce qui concerne les finances mondiales, comment contribuer collectivement à rendre les finances servantes de l'économie, suivant l'expression que vous utilisez. Quelle autorité à compétence universelle pourrait avoir le jour et surtout comment pourrait-elle rétablir une cohérence morale et fiscale? On demande aussi quel chemin d'humanité pour les finances mondiales. Et puis, au-delà des finances, comment espérer une gouvernance multipolaire alors que la Chine, par exemple, prétend dominer le monde d'une manière tout à fait prédatrice et de conquête? Voilà, toutes les questions sur la gouvernance mondiale. Il faudrait toute une session des semaines sociales pour parcourir un peu le sujet. Enfin, je vous dis deux ou trois choses. D'abord, combien nous tombons à pic au moment où le président des États-Unis visite l'Europe précisément pour essayer de rallier l'Europe à son combat dans cette compétition violente avec la Chine pour la suprématie technologique du monde. Il est évident que cette compétition entre les deux grands mastodontes mondiaux est à l'opposé de ce dont le monde a besoin, et je dois dire que nous avons raté de belles occasions au début de ce siècle pour d'amener la Chine sur un autre chemin. Au début de ce siècle, la Chine a énormément cherché, parce qu'elle en avait un besoin propre et évident, à faire fonctionner
les structures de coopération, elle était prête en particulier à sauter à une réforme du système monétaire international. J'ai été pour ma part invité plusieurs fois par le gouvernement chinois à aller expliquer comment on pourrait aller jusqu'à une monnaie mondiale à partir de cet instrument que l'on appelle le droit de tirage spécial. Mais elle n'a pas trouvé d'écho. On se demandait qu'est-ce qui les fait courir, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, pourquoi changer tout ça, ça fonctionne déjà pas mal. Bref, l'occasion a été perdue. Aujourd'hui, on part d'une situation très dangereuse. Espérons que notre Europe joue habilement un rôle de médiation pour enlever un peu d'aigreur à ce débat entre les Américains et les Chinois et amène les uns et les autres à comprendre qu'ils peuvent comme ça préparer une guerre, certes, mais ce n'est pas comme ça qu'ils vont préparer le bonheur de leur peuple. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai passé 20 ans de ma vie à travailler à la réforme du système monétaire international. Je crois qu'elle est possible. Je crois qu'il faudra y arriver. Je crois que l'Europe, en créant l'euro, a montré que les défis les plus difficiles pouvaient être surmontés pour le bien de tous. La même chose doit être faite au plan mondial. Il n'y a aucune raison que la monnaie soit un instrument de dispute au lieu d'être géré ensemble pour promouvoir une croissance plus équilibrée dans le monde. Tout ça est possible et nécessaire. La réforme des Nations Unies vers une gouvernance multipolaire est aussi un immense chantier. Au point mort en ce moment, mais combien indispensable si nous voyons, si tous les problèmes qui apparaissent sont aujourd'hui des problèmes à dimension mondiale, il est indispensable d'arriver à doter les Nations Unies des moyens d'analyse, de prévision de ces problèmes et les moyens d'y faire face. Là où en particulier les pays peuvent s'en tirer tout seuls, il est essentiel qu'on ne se trouve plus demain devant la situation assez misérable dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, qui est si pauvre, comme ça, pour être bref, il est essentiel qu'une institution comme celle-là, et c'est vrai des grandes institutions financières, Banque mondiale, Fonds monétaire, elles ont toutes, mais c'est vrai aussi de bien d'autres organisations, notamment en matière d'environnement. Il n'existe pas encore une organisation mondiale de l'environnement. Tout ceci doit être créé, renforcé, et j'insiste sur le rôle que l'Europe peut jouer dans ce sens. Encore faut-il que nos pays lui donnent les moyens diplomatiques, ce qui implique peut-être un jour tel changement de traité, pour qu'elle soit en mesure de parler d'une seule voix et sur les sujets les plus difficiles. On parlera alors de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple, du droit de veto que détiennent les 5 grandes puissances, qui sont en droit de paralyser l'institution. C'était peut-être nécessaire il y a 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, c'est un élément de la faiblesse de l'institution. Il faudra un jour ou l'autre avoir le courage de se confronter à ça. Voilà, je ne vais pas plus loin, je ne vous parle pas du système monétaire international, ni du droit de tirage spécial, mais sachons tout de même que il n'est pas impossible de progresser, même dans ces sujets diplomatiquement difficiles. Il faut le vouloir. Et je crains ou j'espère que les épreuves que nous venons de traverser nous amènent à porter sur ces sujets un regard un peu plus audacieux.
Peut-être une question un peu plus politique. Vous avez, dans votre livre que j'ai lu attentivement, puis aussi dans votre expression tout de suite, vous avez, et puis dans votre expérience internationale, vous avez constaté que les gouvernants travaillent le nez dans le guidon. C'est ce que vous dites. Hein. À peine élu, quelqu'un est tout de suite plongé dans l'urgence à régler, et donc un président, un chef de l'État n'est pas en mesure de voir au-delà d'un horizon court-termiste, et en tout cas au-delà de la fin de son mandat. Madame, est-ce que je peux vous interrompre une 15 secondes pour une anecdote? Madame Thatcher m'a dit un jour où j'allais la voir pour lui tâcher d'obtenir son accord sur des sujets difficiles, elle m'a dit un jour, vous savez, gouverner, changer les choses dans un pays, c'est extrêmement difficile. Même moi, je ne peux gouverner que pendant la première année de mon mandat. J'en ai 5 autres, j'en ai 4 autres, mais les 4 autres, ça ne sert à rien. Et donc, les 4 autres années, elle les passe le nez sur le guidon. Voilà ce qu'il faut essayer de changer. Quelle serait précisément la réforme? Quelle serait précisément, M. Cantu, la réforme politique qui vous paraîtrait s'imposer, peut-être une réforme de bon sens aussi, pour permettre à nos dirigeants de voir un peu plus loin sur l'horizon? Est-ce qu'il y a des mesures, des réformes d'ordre politique qui vous paraîtraient s'imposer pour, comme ça, préparer l'avenir à plus long terme? Vous savez, quand Thatcher m'a dit ça, ça m'a un peu sonné et j'ai mis un peu de temps à reconstituer ma confiance dans le politique. Et c'est peut-être un peu de là qu'est venue cette idée d'écrire, de mettre sous le nez des dirigeants politiques des documents invitant à une réflexion à long terme. Nous avons commencé notre travail par proposer au gouvernement qui le voudrait une étude à long terme de l'avenir de leur pays. Nous avons regroupé de très bons spécialistes, je n'étais pas de loin le meilleur, pour, par exemple, donner à l'Inde, au Mexique, à la Chine, à quelques autres grands pays, une vision à long terme de leur avenir. Je me souviens le Mexique en 2040. Je me souviens de la Chine en, je ne sais plus quelle année, mais toujours à long terme. Ces travaux ont été reçus avec beaucoup d'intérêt de la part des gouvernants en question. Ça m'avait beaucoup frappé pour la Chine, qui normalement aurait dû avoir, avec la planification marxiste, un sens très naturel de la recherche, de la réflexion à long terme, mais non. Et ils ont demandé à ce groupe d'experts tout à fait indépendants de faire ce travail et ils ont travaillé là-dessus. Et lorsque nous avons fait ce travail pour 5, 6, 7 pays, nous nous sommes dit que peut-être que nous pourrions risquer de faire la même chose, mais alors pour le monde en entier, en bénéficiant nous-mêmes des travaux que nous avions faits pour quelques grands pays émergents. Je pense que rénover, remettre au travail des organisations de planification plus ou moins concertées, comme le plan dans notre propre pays, est quelque chose de fort utile. Évidemment, dans les années immédiates de l'après-guerre, le plan a joué un rôle essentiel dans l'organisation de notre pays, en dépit des difficultés politiques de l'époque. Je pense que des organismes de ce genre sont nécessaires. Il faut que les gouvernants soient invités à aller à regarder plus loin. Alors, est-ce qu'il y a des mesures sur le plan politique, dans les constitutions, à prendre? Je n'ai trouvé aucun exemple, mais je n'ai pas tout fouillé, dans les constitutions du monde où l'on voit les instruments de ces projections à long terme. Et je pense qu'en réalité, ce sont les opinions publiques qui devraient inciter les gouvernements à penser long et qui devraient désavouer aussi des gouvernements qui, justement, se seraient laissés enfermer dans le court terme
Mais là, il est bien possible que je rêve, comme le pape nous y invite. Peut-être Anne-Sophie pour un dernier train de questions, et puis je crois qu'ensuite on va aller vers la fin de notre belle soirée. Donc Anne-Sophie, à toi la parole. Merci. Alors, j'ai beaucoup de questions autour des inégalités, le chemin. Comment préciser le chemin pour réduire ces inégalités dont vous avez parlé, et notamment les inégalités internationales, puisque nous, les pays les plus riches, dit un autre participant, sommes-nous vraiment capables d'abandonner nos privilèges? Et un autre nous dit, mais nous sommes condamnés, nous, les pays riches, au partage des richesses, au partage des territoires, au partage des savoirs, si nous voulons éviter l'écroulement de notre monde. Mais alors, quel levier pour favoriser ce partage? Comment faire? Ça paraît quasiment impossible. Non, ce n'est pas impossible. Et même si l'histoire du monde au cours des 50 dernières années n'a pas été extrêmement brillante, nous avons vu, malgré tout, que les inégalités entre les pays, je ne dis pas à l'intérieur des pays, les inégalités entre les pays se sont resserrées. Nous avons vu que la Chine fait jeu égal avec les États-Unis. Lorsque je m'y suis rendu juste à la veille de Tiananmen, elle était un pays développé, sous-développé, très pauvre, avec d'immenses ambitions, certes, mais très pauvre. Aujourd'hui, elle a atteint le niveau que vous savez. Les écarts de richesse entre l'Asie et l'Europe, par exemple, se sont très, très sensiblement réduits. Le problème est que, à l'intérieur des pays, les écarts ont cessé de s'accroître, au moins depuis les 30 dernières années, continuellement. Et pour arriver à des écarts insupportables et qui menacent de se poursuivre. Nous avons, avec quelques autres économistes, cherché à savoir où nous allions au moment où, au sommet de Biarritz, le président Macron a voulu inviter ses collègues à se fédérer un peu pour combattre les inégalités. Alors, on a fait beaucoup de travaux à ce moment-là et nous nous sommes rendus compte que même si tous les pays du monde appliquaient les politiques de redistribution les plus généreuses, qui sont européennes, eh bien, même s'ils faisaient ça, les inégalités continueraient à croître moins, mais elles continueraient encore à croître. Alors, que faire? Pourquoi? Parce que le 1% le plus riche du monde détient les clés du pouvoir financier et ne s'oublie pas du tout au moment de la distribution des revenus. Et donc, leur richesse s'accroît beaucoup plus que ne se diminue la pauvreté des plus pauvres, même si les États font de grands efforts dans ce but. Alors, que faire? Moi, je suis très intéressé par la réflexion des semaines sociales à ce sujet et je pense très fort qu'il faut trouver les moyens de convaincre ou d'amener les plus riches à modérer leur prélèvement sur la richesse collective. Je ne comprends pas comment il a pu se faire qu'alors que le président de Morgan, dans les années 20, gagnait, je crois, entre 20 et 30 fois le salaire de son concierge, les présidents de la bourse de New York, aujourd'hui, gagnent 300 fois, non pas le salaire du concierge, mais 300 fois le salaire moyen du salaire médian des États-Unis. Donc, il y a là
un scandale épouvantable. Je crois que les opinions publiques et le poids des opinions publiques, là, doit essayer quelques modérateurs. Et pour le reste, nous devons soutenir les politiques tendant à améliorer le sort des plus défavorisés. Elles doivent être en effet bien calibrées compte tenu de la modestie des ressources des pouvoirs publics dans les temps qui viennent, mais ce sont des politiques indispensables si l'on veut maintenir un minimum de cohésion sociale. Voilà. Écoutez, je suis désolée parce que je crois que nous allons devoir conclure. Je suis sûre que Anne-Sophie et Pierre-Yves ont encore plein de questions, mais voilà, nous arrivons au terme de la rencontre et vous nous donnez beaucoup de pistes de réflexion, non seulement pour cette année, mais pour l'année suivante, sur les propositions à faire pour comment dire, permettre que cette utopie que nous allons essayer d'imaginer cette année puisse se réaliser de certaines façons. Merci beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps. Je merci à ceux qui ont posé des questions. Je vais faire retomber un peu le niveau de la réflexion parce que je vais revenir à la question des votes de cette assemblée générale. Pardon. Donc tout est voilà, il y a eu 176 votants pour toutes les parties donc de cette rencontre de cette assemblée générale. L'approbation pour à la fois les différents rapports et aussi pour les nouveaux administrateurs était à la quasi-unanimité. Le détail en sera donné dans le compte-rendu de cette séance. Donc voilà, on me passe les consignes, il faut que vous vous inscriviez à la newsletter, il faut adhérer au SSF. Vous savez que les finances, il faut qu'elles soient servantes de l'économie, mais aussi peut-être servantes des associations qui en ont besoin, pardonnez. Et surtout, notez bien la date des 26, 27 et 28 novembre. Voilà, il y aura possibilité de suivre tout par le système numérique. On voit que ça peut fonctionner. Et puis aussi, retrouver le plaisir de la vraie rencontre. Donc, ne n'oubliez pas de noter ces dates et de nous rejoindre. Et encore une fois, merci infiniment à Michel Camdessus de nous avoir éclairés, de nous avoir aidé à poser des questions qui enrichiront nos débats à venir.